Allô, vous m'entendez là ou pas? Allô? Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez là? Très bien, vous voyez les diapos aussi, donc c'est bon. Ok, parfait, donc on va continuer. Donc, désolé pour l'interruption parce qu'on était obligé de réguler par rapport à l'enregistrement des séances parce que vous avez exigé ça pour la révision. Donc, toutes les séances sont enregistrées et vous pouvez les consulter. Donc, on continue. Donc, le pronostic, il est différent selon la présentation clinique. Il est meilleur que le SC+, dans la phase aiguë, bien sûr, mais identique ou même plus sombre à long terme. Les complications, donc, comme tous les syndromes chroniques aigus, qu'on redoute tous, c'est la mort subite. Et lorsqu'on dit mort subite, c'est trouble du rythme ventriculaire et fibrillation ventriculaire. Donc, le syndrome chronique aigu, première cause de mortalité, c'est la mort subite par fibrillation ventriculaire. Et dans ce cas-là, le seul geste salvateur, c'est le défibrillateur. Pour ça, dans les pays développés, dans les rues, vous trouvez des défibrillateurs partout, dans chaque 10-15 km, parce que ce geste-là est facile à manipuler. Les gens, même tous les citoyens, sont entraînés à l'utiliser et ça fait sauver des vies. Un geste simple sauve une vie. L'infarctus du myocarde avec en en plus, donc un syndrome chronique SC- peut passer en SC+, l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme cardiaque. Voilà, donc syndrome chronique aigu sans ce décalage UST, c'est une entité hétérogène. Donc c'est pour ça qu'il est très très important de stratifier les risques. C'est-à-dire, il y a des syndromes chroniques aigus ST- sans ce décalage du patient segment ST à faible risque et des patients avec un syndrome chronique aigu sans ce décalage du segment ST à risque très élevé. Qu'est-ce qui fait déterminer le risque? Ce sont d'abord les complications, l'état hémodynamique du patient, le terrain du patient, le CG, les modifications électriques de l'électrocardiogramme, les enzymes cardiaques, l'atteinte coronaire et l'insuffisance rénale. C'est pour ça qu'il y a des scores de risque qui vont nous guider. Parmi ces scores de risque, le score qu'on utilise le plus actuellement, c'est le score de Grace. Et on utilise plusieurs variantes pour définir ce score-là. L'âge des patients, la fréquence cardiaque, la la pression artérielle systolique, le stade Philippe, la créatinine et est-ce qu'il y a eu un arrêt cardiaque avant l'admission? Est-ce qu'il y a eu une élévation des enzymes cardiaques?
Est-ce qu'il y a eu des modifications du segment ST? Ceci nous permet de calculer ce score de Grace-là. Si le score de Grace il est supérieur à 140, notre patient il est à haut risque. Si notre score de Grace il est entre 109 et 139, notre patient il est à risque intermédiaire. Si le score de Grace il est inférieur à 139, le risque est faible. Notre patient il est à faible risque. D'accord? D'autres scores, on peut utiliser d'autres scores comme le score de TIMI, c'est-à-dire lorsque le patient a un âge supérieur à 65 ans, supérieur à 3 de risque cardiovasculaire ou diabète, si le score est supérieur à 50%, modification du segment ST, supérieur à 2 épisodes d'angor dans les 24 heures, prise d'aspirine dans les 7 jours, troponine positive. C'est le score. Chaque variable prend un point. Si on a score entre 0 et 2, le risque est faible. Si le score il est entre 3 et 4, le risque il est intermédiaire. Si le score il est entre 5 et 7, le risque il est élevé. D'accord? Donc, pourquoi on utilise ce risque-là? Donc, cette stratification, pourquoi elle est importante? Elle va guider notre attitude. C'est-à-dire, les patients qui présentent un certain point aigu SMA vont tous bénéficier d'un traitement médical, ça c'est sûr, et d'une coronarographie, mais la stratification du risque va guider le temps pour réaliser la coronarographie. C'est-à-dire, le patient à très haut risque, il faut réaliser la coronarographie tout de suite. Le patient à risque élevé, dans les 24 heures, à risque intermédiaire, entre les 24 et 72 heures. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Hein. D'accord. Donc, suspicion clinique de syndrome pulmonaire aigu, ECG biologie, il y a une élévation en personne du segment ST ou il n'y a pas d'élévation du segment ST. Là, élévation du segment ST, on est dans le SC+. Nous, on est dans le SC-. Donc, stratification de risque, haut risque, test invasif, faible risque, test d'effort ou d'ischémie, dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord? Le diagnostic différentiel, c'est celui d'une douleur thoracique. Il peut choisir d'une douleur thoracique anorganique, d'une dissection de l'aorte, d'une péricardite aiguë, d'une embolie pulmonaire, d'un ulcère ou de douleur pariétale tout simplement. Anomalies écrites peut s'agir de troubles de la reflorisation qui sont secondaires. Le traitement, les moyens thérapeutiques. Quels sont les moyens thérapeutiques? Donc, tous les patients ayant un syndrome aigu doivent bénéficier d'un traitement médical. Le traitement médical, il est basé d'abord sur un traitement antithrombotique. Lorsqu'on dit traitement antithrombotique, on dit antiagrégant plaquettaire et traitement anticoagulant. Le traitement antiagrégant plaquettaire, il est basé sur l'aspirine et les thiénopyridines et les antiglycoprotéines de B3A. Donc, les thiénopyridines sont 3 types actuellement, le clopidogrel, le prasugrel et le ticagrelor. Le traitement anticoagulant, c'est l'héparine de bas voie moléculaire ou bien l'héparine non fractionnée. Il y a d'autres molécules comme la buvélarudine, la fraxiparine, la fondaparinux, pardon. Les bêta-bloquants, ça, c'est un traitement anti-ischémique. Bêta-bloquants, statine, c'est pour stabiliser le plaque d'athérome et pour diminuer le LDL cholestérol, les dérivés nitrés et les IOC. Par la suite, volet traitement médical, le deuxième volet, c'est la revascularisation myocardique. La revascularisation myocardique, soit par une angioplastie coronaire par stent, ou bien par pontage aorto-coronaire. Voilà le principe de l'angioplastie coronaire. Voilà, là, on a une plaque sténosante. On fait passer d'abord un guide, puis un ballon, on prédilate la plaque, puis on place ce stent-là à l'aide d'un ballon, on impacte ce stent-là, et voilà, notre artère est perméable. La mise en place du stent indique un traitement anti-agrégant plaquettaire dans le cadre du syndrome pulmonaire aigu, double anti-agrégation plaquettaire pendant au moins 12 mois et l'aspirine à vie. Donc ça, c'est l'angioplastie, comme on rigole. Et là, sont les
pontage. Voilà un pontage veineux. On court-circuite là et à la sténose. Au niveau de l'aorte, on prend une veine à partir de la veine saphène. Au niveau de l'aorte, on met ce pont veineux qui va court-circuiter cette sténose-là et vasculariser l'artère en aval. D'accord? Par contre, là, c'est un pontage mammaire. On prend l'artère mammaire gauche, on la laisse au niveau de sa naissance, au niveau de la subclavière. Par contre, on l'enlève au niveau de la partie distale, on la met au niveau de l'interventriculaire ici, et on court-circuite la sténose par là. Donc, traitement. Là, c'est une plaque à retenir. Et parmi les plaques la plus importante de cette leçon-là, et donc, il y a à la fois la stratification des risques et à la fois le temps de réalisation de la coronarographie. On a les patients à très haut risque. Qui sont les patients à très haut risque? Ce sont les patients qui sont en état de choc, qui ont présenté un arrêt cardiaque, des insuffisants cardiaques réfractaires, des complications mécaniques, des troubles du rythme ventriculaire grave, longueur réfractaire et les modifications dynamiques du segment ST. Ces patients-là sont des patients à très haut risque. Ils doivent bénéficier d'une coronarographie et d'une revascularisation dans les 2 heures. Deuxièmement, on a les patients à haut risque. Ce sont des patients avec un score de Grace qui est supérieur à 140, un sous-décalage du ST et des troponines positives. La coronarographie doit être réalisée dans les 24 heures. Les patients à risque intermédiaire sont des patients avec un score de Grace entre 109 et 139. Ce sont des patients qui sont diabétiques, les insuffisants rénaux, les dysfonctions VG inférieures à 40%, les antécédents de pontage et l'antécédent d'angioplastie. Ces patients-là doivent bénéficier d'une coronographie dans les 72 heures. Les autres patients, c'est-à-dire les patients avec un score de Grace inférieur à 109, qui n'ont pas récidivé de douleur thoracique, qui ont une ECG percritique normale, ces patients-là n'auront pas de coronographie, mais auront des tests fonctionnels, notamment une épreuve d'effort, une scintigraphie myocardique, une écho d'effort, une écho de stress. D'accord? Voilà un schéma qui récapitule tout. Donc, un patient consulte pour une douleur thoracique. Premier contact médical, le CG doit être réalisé dans les 10 minutes. On pose le diagnostic de syndrome coronarien aigu, ST-. On est dans un centre où il y a une salle de cathétérisme cardiaque. Donc, le patient, il est à très haut risque, il doit bénéficier d'une coronarographie dans les 2 heures. D'accord? Le patient, il est à haut risque, coro dans les 24 heures. Le patient à risque intermédiaire, coro dans les 72 heures. Le patient, il est à faible risque ou bas risque, test non invasif. Par contre, si le patient, il est consulté aux urgences avec un centre sans cathétérisme. S'il est à très haut risque, il doit être directement transféré dans un centre de cathétérisme pour bénéficier de la coronarographie. S'il est à haut risque, le patient il est transféré le même jour. S'il est à risque intermédiaire, il peut être hospitalisé et le transférer le lendemain. D'accord? Les indications thérapeutiques et moyens de revascularisation. Donc, angioplastie coronaire et pontage coronaire. Si le patient a des lésions mono ou bitronculaires ou tritronculaires simples, la revascularisation va être réalisée par une angioplastie. Si le patient est tritronculaire ou il y a des lésions de tronc commun gauche et un diabétique, il bénéficiera d'un pontage aorto-coronaire. L'ordonnance de sortie, elle doit comprendre les médicaments suivants. Bêta-bloquant, anti-agrégant plaquettaire, double association pendant 12 mois. Par exemple, clopidogrel plus d'aspirine. Voilà. Statine, IEC, correction des facteurs de risque cardiovasculaire. La prévention secondaire, elle est très importante. Arrêt de l'intoxication tabagique, équilibration de la tension artérielle, équilibration du diabète avec objectif hémoglobine glycée inférieure à 7%, bilan lipidique optimal avec LDL cholestérol inférieur à 0,55 g par litre, régime riche en acides gras polyinsaturés, activité physique régulière.
Voilà. Donc, le premier chapitre du syndrome qu'on a vu sans ce décalage du segment ST est terminé. Est-ce que vous avez des questions avant d'enchaîner sur le syndrome qu'on a vu ST+. Donc, la question qui est récurrente là, c'est quoi la différence entre un angor d'effort et un angor instable? Un angor instable. L'angor d'effort, c'est-à-dire, donc, vous voulez dire la différence entre un angor stable et un angor instable. L'angor stable, c'est un angor d'effort qui évolue depuis plus que 3 semaines. C'est-à-dire que ce n'est pas un angor de nouveau qui apparaît à l'effort au bout d'un effort, qui dure moins de 20 minutes, qui cède à l'arrêt de l'effort et qui répond aux dérivés nitrés. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est un angor d'effort l'angor stable est un angor d'effort qui évolue avec depuis plus de 21 jours. Dans le S et moi, est-ce que le CG peut être normal? Donc, dans le syndrome conjugué S et moi, le CG peut être normal en perte critique, mais en perte critique, il est généralement pathologique. Est-ce qu'un syndrome conjugué S et moi signifie qu'il n'y a pas un sous-décalage du segment ST, même si ce décalage n'est pas persistant? Non, dans le syndrome, par exemple, un patient qui présente une douleur thoracique qui fait un sous-décalage qui dure 2 minutes ou 3 minutes, ce patient fait partie du syndrome conjugué avec sans sous-décalage persistant du segment ST. C'est un ST moi, parce que le décalage n'a pas persisté. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas d'autres questions? On enchaîne sur le ST+. Ok, parfait. Donc, syndrome conjugué passe le décalage persistant du segment ST, pas d'occlusion artérielle. Le décalage persistant du segment ST, on a une occlusion artérielle qui est complète. Voilà. Donc, les syndromes conjugués avec ce décalage persistant du segment ST. ST+, non compliqué. Donc, c'est un syndrome douloureux thoracique associé à une élévation persistante du segment ST et à l'ECG en rapport avec une ischémie myocardique sévère et prolongée, aboutissant le plus souvent à une nécrose myocardique secondaire à une athérothrombose coronaire aiguë occlusive, conséquence d'une rupture d'une plaque d'athérosclérose instable. Il s'agit d'une urgence médicale fréquente et grave, mettant en jeu le pronostic vital par le risque de mort subite. Donc, revascularisation coronaire. Donc, le mot qui doit sortir dans le syndrome qu'on a QSC+, c'est le mot revascularisation, reperméabilisation artérielle. Donc, il faut reperméabiliser l'artère le plus tôt possible. Seul moyen, donc, la thrombolyse ou l'angioplastie coronaire, c'est le seul moyen pour sauver le maximum de myocarde de la nécrose pour améliorer le pronostic à court et à long terme. Un peu d'épidémiologie. Aux États-Unis, à peu près 7 millions par an, soit 3,5 de la population. En France, 80 000 par an. Prédominance masculine, 3 hommes pour une femme. Âge moyen, 65 ans.
chez l'homme, 70 ans chez la femme. L'âge moyen est de plus en plus jeune. Absence de registre tunisien jusqu'à maintenant, mais c'est en cours. L'athérosclérose coronaire, c'est la principale étiologie, c'est comme les SMO, c'est la même chose. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Pareil, les mêmes facteurs de risque, le tabac, le diabète, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie. Autre cause, pareil, Takayuchu, lupus, embolie coronaire, dissection coronaire, syndrome coronaire saine, parfois la prise de cocaïne. Physiopathologie, là on l'a donc. On a une artère qui est complètement occluse. On va avoir une phase d'ischémie de 4 minutes, 4 heures. Par la suite, une phase de nécrose de 6 à 12 heures. Une phase de cicatrisation qui dure jusqu'à 72 heures. Puis, il y a une phase de remodelage ventriculaire. Donc, notre but, nous, est d'agir avant l'arrivée de cette phase de nécrose, c'est-à-dire agir avant l'arrivée de la nécrose, avant H6 de la douleur. Remodelage ventriculaire après infarctus. Une fois l'infarctus est fait, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est-à-dire, ça, c'est la zone infarctée. Qu'est-ce qu'il va se passer? La fibrose va s'étendre à cause des phénomènes inflammatoires et de remodelage, et ça va aboutir à toute zone-là qui est nécrosée, qui est akinétique, qui ne se contracte pas et qui sera responsable d'une dysfonction ventriculaire gauche et d'une insuffisance cardiaque et parfois de troubles du rythme. Physiopathologie, donc on va parler aussi d'une notion de sidération myocardique, une notion d'hibernation myocardique. La sidération myocardique, qui peut faire aussi l'objet de questions d'examen aussi. Qu'est-ce qu'une sidération myocardique? Donc, une zone de myocarde dont l'artère qui la vascularise, elle était occluse pendant quelques heures. À la réouverture de l'artère, le muscle va être sidéré pendant quelques heures et après va récupérer. Par contre, l'hibernation myocardique, c'est une zone myocardique pour laquelle l'artère responsable l'artère qui la vascularise, elle est occluse d'une façon chronique. Une fois cette artère est ouverte, le myocarde va mettre beaucoup plus de temps pour récupérer. On parlera d'une hibernation myocardique. Étude clinique. Pareil, j'insiste sur l'anamnèse. L'interrogatoire, il est très important. L'examen physique, le CG. L'anamnèse, étape essentielle. Ça doit être complète et minutieuse. Mettre symptômes de douleur thoracique. Donc, circonstances de survenue. Inaugurale dans 50% des cas. Sans facteur favorisant dans 80% des cas. Précédé d'un hangar instable, soit de repos, soit à l'effort. Circonstances particulières, soit un exercice physique intense, stress émotionnel, pic de fréquence, le matin, début de semaine et les mois d'hiver. Pour la douleur thoracique, pareil, il faut bien la décrire, une douleur rétrosternale, médiane, basse ou en bas, type, elle est constrictive, oppressive ou brûlure, l'intensité, elle est très intense, la durée, elle est prolongée supérieure à 20 minutes, contrairement au ST-. Les facteurs déclenchants, parfois elle est déclenchée par l'effort, parfois non. L'irradiation, elle irradie par la mandibule, le cou et les membres supérieurs gauche. Par contre, elle n'est pas sensible à la trinitrine. Pourquoi elle n'est pas sensible à la trinitrine? On a une artère qui est complètement occluse. Même si on vasodilate l'artère, elle ne va pas s'ouvrir, elle ne va rien passer. Donc, il n'y a pas de sensibilité à la trinitrine. Les signes associés, parfois on a des signes vaso, type nausées, vomissements et des sueurs. OK? L'interrogatoire cherchera des antécédents familiaux et personnels, facteurs de risque cardiovasculaire, autre localisation de la maladie athéromateuse AVC, et chercher aussi une contre-indication à la thrombolyse. L'examen physique, dans le syndrome aigu ST+, non compliqué, c'est pauvre. 3 objectifs. Chercher des localisations de l'athérosclérose, déceler une complication, c'est-à-dire un état de choc, un souffle cardiaque, éliminer un autre diagnostic. L'examen général va trouver un patient très agité et anxieux. Il va rechercher en vain une position antalgique. Parfois, on a une fièvre modérée et retardée.
l'examen cardiaque rapide, comme je vous l'ai dit, signes d'hyperadrénergie, une tachycardie poussée hypertensive, ou parfois des signes d'hypertonie vagale, une bradycardie, signes orientant vers une complication, une bradycardie, un souffle systolique d'IF, signe d'insuffisance cardiaque gauche ou droite. D'accord? Donc, tout ça, c'est très rapide, c'est-à-dire que ça ne doit pas dépasser les 5 interrogatoires plus examen clinique, c'est 5-10 minutes maximum. Hein. Suspicion clinique, réaliser le CG dans les 10 minutes. On fait le CG, examen clé, confirme le diagnostic, 18 dérivations, et notre ECG va faire le diagnostic du syndrome pulmonaire aigu SC+. Le diagnostic est posé, on n'a besoin d'aucun autre examen complémentaire. D'accord? L'évolution, généralement, c'est la suivante. Lorsque le patient consulte très tôt, dans les premières minutes, on peut avoir une entrée en polysymétrie. Par la suite, rapidement, on va avoir une lésion sous-épicardique avec un sous-décalage en 2 par D jusqu'à la 12e heure. Par la suite, va apparaître l'entrée de nécrose et par la suite, les entrées négatives. Donc, signe ECG caractérisé par leur succession, le caractère systématisé et l'image en miroir. Qu'est-ce qu'une image en miroir? Par exemple, le patient consulte pour un IDM inférieur. Lorsqu'on dit un IDM inférieur, c'est-à-dire on va avoir un sous-décalage du segment ST en inférieur, en D2, D3, AVF. Donc, on va avoir un sous-décalage du segment ST. Dans les dérivations antérieures, opposées à l'inférieur, on va avoir un sous-décalage de 1 ou 2 mm du segment ST. Donc, c'est l'image en miroir d'un IDM inférieur. Est-ce que c'est clair? Il y a une question, si le patient prend des antalgiques, est-ce que la douleur thoracique peut céder? C'est une douleur très intense, elle ne cède pas aux antalgiques normaux. La morphine peut diminuer la douleur, mais elle ne cède pas. Donc, je répète, pour l'image à miroir, donc, par exemple, le patient il a un infarctus inférieur, c'est-à-dire un sous-décalage du segment ST en D2, D3, AVF. À l'opposé, au niveau des dérivations antérieures, on va trouver un sous-décalage du segment ST, c'est-à-dire en V1, V2, V3, on va trouver un sous-décalage du segment ST. Donc, l'ECG, il y a un diagnostic topographique, il va nous renseigner sur l'affaire coupable. Et aussi, il peut nous renseigner sur des complications telles que les troubles du rythme ou les troubles de la conduction. Donc, clinique plus ECG, le diagnostic, il est posé. Donc, à partir de ce moment-là, temps égale muscle égale vie. Plus on est rapide, plus on fait gagner du muscle cardiaque à notre patient, plus on a de chance de le sauver. Tous les examens complémentaires n'ont aucune place en aigu. Donc, c'est l'examen, on fait rapidement le